Alors, nous revoilà pour un point lecture. On est le vendredi 20, donc mon trépied a rendu l'âme, quoi, le petit bout qui tenait, on ne sait comment. Du coup, je suis sur mon ballon, mon ballon de sport, de grossesse, de ce que tu veux, hein, ce que tu vous... Je ne sais jamais si je tutoie ou vous vois sur YouTube. Bref. Donc, nous sommes le vendredi 20 février. J'ai lu Le syndrome de Calimero de Saverio Tomasella, qui partait en fait à la base comme une lecture un petit peu private joke. Parce que des fois, j'appelle mon mari Calimero quand il fait son chouin-chouin, quand il fait son «Ah, y a personne qui m'aime, c'est toujours de ma faute, c'est toujours...» Voilà, pour tous ceux qui connaissent Calimero, c'est ça. Je l'ai pris à la bibliothèque. Au début, je me disais ouais, je vais le lire, ça va être drôle, machin. En fait, pas du tout. J'ai lu 2 livres entre-temps, hein, quand même. Et là, il fallait que je le rende, il fallait que je le rende là. Donc je me suis dit: «Il faudrait peut-être que je me dépêche de le lire pour le rendre parce que je l'ai déjà renouvelé, hein». Et en fait, c'était pas du tout drôle, mais alors pas du tout, hein. En même temps, j'ai déjà lu Saverio Tomasella, donc je sais que c'est un auteur, sérieux, qui est psychanalyste, il me semble. Oui, c'est ça. J'aurais dû savoir qu'il y aurait rien de drôle dedans. C'est, j'ai pas aimé au début parce que ça partait vraiment très dans le sérieux, très dans presque dans le pathos, en fait. Et en fait, c'est sur du pathologique. Tous ceux qui, sont des Caliméros, en fait, ont vécu, je dis beaucoup en fait là pour le coup, ont vécu, une enfance par exemple, un événement un peu, traumatique ou autre. Si je lisais ce qu'il y a derrière, ce serait peut-être, plus clair en fait. Je suis pas habituée, la caméra est par là maintenant donc ça je vais avoir du mal. Donc c'est marqué, c'est vraiment trop injuste, qui n'a jamais exprimé la plainte de Calimero? Qui n'a jamais aussi pesté contre les bougons, grincheux et grouillons qui passent leur temps à formuler leur greffe? Saverio Tomasella, psychanalyste, s'adresse ici aux Calimero qui voudraient devenir moins râleurs, ainsi qu'aux proches de ces individus difficiles à vivre. Nous faisons tous partie, plus ou moins consciemment, de cette cohorte d'éternels mécontents. Alors comment sortir de la plainte? L'auteur montre qu'en identifiant les mots véritables qu'elle recourt, en reconnaissant chacun dans son parcours de vie les souffrances qui n'ont pas été entendues, il est possible de retrouver le goût de vivre sans se plaindre, et même dans la joie. À un moment, j'ai discuté de ce livre avec mon mari, puisque à la base, je l'avais pris... ouais, c'est bon. Par rapport à lui, et je me disais: «Je vais peut-être trouver des solutions, de l'aide pour, justement sortir de ce rôle de victime», parce qu'en fait, pour certaines choses, il se victimise. On est partis légèrement tous les 2 en psychanalyse en discutant. On faisait notre thérapie ensemble, à se rendre compte que, en même temps, je me dis: «Tout le monde peut être Calimero, quoi». J'ai pas vécu une enfance, malheureuse. Elle était pas forcément plus particulièrement heureuse pour autant, mais elle était pas malheureuse. J'avais ma chambre, mon frère avait sa chambre. On a grandi quand même plutôt avec de l'amour, même si on m'a jamais trop dit «je t'aime» en même temps. Mon père m'a dit qu'il était fier de moi à mes 18 ou 20 ans, je crois. Ça doit être à mes 18 ans, quoi. Même pas, parce que j'ai eu mon bac, j'avais pas 18 ans. Mais ça doit être quand j'ai eu mon bac, je crois, qu'il m'a dit qu'il était fier de moi. La seule fois. Voilà. J'en ai 43, hein. Voilà. Hem, mais bon, il y a des choses de ma vie que je raconterai pas là. Pour mon mari, pour faire court, une des premières choses que ses parents m'ont dites, que ce soit son père comme sa mère, c'est que: «Oh, il a cassé le moule, donc j'ai pas pu avoir d'autres enfants». Est-ce que c'est quelque chose qu'on dit dans les premières rencontres? Je ne sais pas. Personnellement, je ne crois pas d'ailleurs. C'est pas je ne sais pas, c'est, je suis persuadée que ce ne sont pas des choses qu'on dit au départ. Au Je veux dire, j'étais même pas encore vraiment leur belle-fille, hein, bref. Le fait qu'ils ils ont vécu dans un petit appartement et ils avaient mis un lit, une place dans le salon pour que mon mari dorme dedans, enfant, hein, jusqu'à ce qu'il quitte en fait le domicile. Personnellement, ça me pose question. Moi, j'aurais plutôt mis un canapé, 2 places, un canapé lit, et j'aurais dormi avec mon mari dans le canapé lit dans le salon et j'aurais laissé la chambre à mon enfant. Eux, non. Voilà. Chacun ses priorités, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui font que, il y a certaines choses de son enfance que je comprends maintenant par rapport aux réactions de mon mari. Je ne pourrais pas faire grand-chose dessus. Ce sont des choses qu'il ne voit même pas pour certaines. Pour certaines, il en a conscience, mais il voit pas trop ce qu'il peut faire. Donc moi, même si je lui donne des pistes, s'il fait pas, je peux pas faire pour lui, hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire?
En fait, je comprends du coup ce Calimero. Heu, Après, je trouve qu'il n'y a pas de piste. Ça nous explique le pourquoi du comment, mais il n'y a pas de piste à part à aller faire une petite analyse, voilà. Donc pas inintéressant. Après, je suis pas sortie super gaie de la lecture de ce livre, hein. Donc, clairement, j'avais les larmes aux yeux parce que je pensais pas que ça pouvait aussi s'appliquer à moi. Donc remise en question, mais en même temps, je suis dans une période de remise en question, hein, donc voilà. Donc ce sera tout là-dessus. Après, c'est franchement intéressant quand même. J'ai enchaîné avec ma nuit du hasard de février, qui était les Chroniques de San Francisco, saison 1 de Armistead Maupin. Je suis désolée, je tangue sur mon ballon. Je partais sans a priori en fait. Et je ne sais pas d'où sort ce livre, parce que du coup c'est marqué offert pour 2 livres achetés. Clairement, je n'ai pas acheté 2 livres 10-18 pour avoir un livre offert, donc c'est pas de là. Je ne sais pas d'où il sort. J'espère juste que je ne l'ai pas acheté, parce que ça veut dire que les gens l'ont pris sans le payer d'une certaine manière. Bon, bref. J'ai toujours du mal avec les gens qui vendent des livres qu'ils n'ont pas payés directement. Voilà, vu que c'est marqué offert. Bon, bref. Ils l'ont payé d'une certaine manière, puisqu'ils ont acheté d'autres livres. Passons là-dessus, c'est pas le débat, mais voilà, j'aime pas acheter des livres qui n'ont pas été payés le prix du livre. Je vais relire ce qui est derrière parce qu'en fait, je l'avais pris et je n'avais pas lu ce qui était derrière. J'en avais beaucoup entendu parler, donc je me suis dit, allons-y. La série culte Joyeusement humaine est politiquement incorrecte. Alors, politiquement incorrecte. Oui, si. Bon, bref. Je suis plutôt ouverte, je vois pas ce qui est incorrect, mais c'est pas grave. Alors, fin des 70s, à San Francisco, la fureur au cœur et au corps consomme la libération sexuelle sous des néons tapageurs. Débarquant de Cleveland, la jeune Mary Ann Singleton plante son camp au 28 Barbary Lane, un refuge pour chats errants. Logeuse pour la moins libérale, Madame Madrigal règne en douce matriarche sur cette étonnante pension de famille. Alors effectivement, on va suivre Mary Ann, qui arrive de Cleveland, oui, elle était à Cleveland. Elle décide de ne pas y retourner, donc elle abandonne son poste. Et elle dit à ses parents qu'elle ne reviendra pas. Elle va vivre un temps chez sa copine Connie, si je ne me trompe pas. Je risque de me tromper dans les prénoms, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Pour ensuite trouver un job grâce à Mona, qu'on va aussi suivre. Connie, on va pas trop la suivre. Elle réapparaît dans l'histoire, mais on va pas trop la suivre. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est flou. Je sais pas si c'est le soleil. Bref. Mona, qui est donc une de ses voisines au 28 Barbary Lane, qui est chargée de com, je crois, qui est bisexuelle, qui a son meilleur ami qui est homosexuel. Ça a son importance parce que du coup tout le monde vit un petit peu dans ce truc-là. Michael, il me semble. Madame Madrigal, donc c'est la logeuse. D'une certaine manière, elle recrée une famille au sein de ces logements. Il va y avoir aussi Norman, je sais plus quoi, qui est là, mais qu'on connaît pas trop, on va suivre par l'intermédiaire de Mary Ann. Il va se passer des choses qui, à mon avis, auront un retentissement sur la saison 2. Je ne sais pas combien il y a de saisons, d'ailleurs. Alors, tome 2, Nouvelle Chronique de San Francisco, Autre Chronique de San Francisco, Baby Cakes, le numéro 4. Ce Baby Cakes, c'est pardon, le surnom d'un des personnages de Mona, il me semble. D'un bord à l'autre, le tome 5. Ensuite, Bye Bye Barbary Lane et Maybe the Moon. Voilà. Du coup, je me suis perdue. On va aussi suivre Didi et son mari, dont je ne me souviens plus le nom. Et puis, il y a beaucoup de noms en fait. Il y a beaucoup de personnages. Beauchamp. Alors, j'ai pas compris comment il fallait prononcer Beauchamp. Beauchamp. Non, c'est pas ça. À un moment, c'est marqué. On va suivre aussi la famille Alcyon, qui est de la famille de Didi, avec son père, sa mère, le chien. En fait, on va suivre tout ce petit monde-là qui est plus ou moins relié à Barbary Lane ou au monde du travail de Mary Ann, avec ses secrets, avec
Oui, alors la sexualité débridée, je ne mettrai pas forcément dessus, mais la libération sexuelle est quand même présente. Les personnes sont plutôt ouvertes dans cette histoire-là. Petit arrêt enfant, nous sommes en vacances scolaires, donc forcément enfant. Oui, donc je partais sans a priori. J'ai été agréablement surprise. Et si je trouve le tome 2, je le lirai avec plaisir. Voilà, et là je suis en train de lire Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Voilà. Hello! Alors ça fait 4 fois que je recommence cette vidéo, parce que ça fait 4 fois que je suis interrompue. Quoi, 3, puisque c'est ma 4e fois. Comment dire? Je ne sais plus où j'en étais, pour le coup. Et je ne sais plus où je m'étais arrêtée dans les rushs précédents. Pour vous, c'est la suite, mais pas pour moi. Du coup, je vais reprendre ce livre-là. Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. J'avais choisi ce livre parce qu'au mois de février, le club du pavé avait prévu de lire un pavé qui a été... dont on a fait le film. À la base, j'étais partie sur Millennium 2, vu que j'ai lu le 1 en octobre-novembre dernier. Et je ne sais pas pourquoi j'ai voulu prendre celui-là. Bah, j'aurais peut-être dû prendre Millennium 2 parce que pour l'instant, alors ce n'est pas un abandon, mais je m'arrête à la page 293 sur je ne sais combien. C'est la fin, ça, ouais. Sur 619 parce qu'en fait, j'en peux plus. Je ne m'intéresse pas à l'histoire, en fait. Les personnages ne m'intéressent pas, l'histoire ne m'intéresse pas. Rien ne m'intéresse, en fait, dans l'histoire. J'y retournais pour avoir la suite, mais sans réel plaisir. On va peut-être faire un petit récap de l'histoire, pour le coup. On suit, en fait, Albert et Édouard pendant la Première Guerre mondiale. Albert est sur... flûte. Est sur le terrain, hein, voilà. Et il se retrouve... C'est les premières pages, hein, donc je vais absolument rien spoiler. On nous annonce qu'en fait, il va mourir enterré vivant. Ensuite, on nous parle d'Édouard, qui est blessé à la jambe. Ok. L'histoire fait qu'en fait, Albert, oui, est enterré vivant, mais que Édouard, blessé à la jambe, va le retrouver, le sortir de la terre et le réanimer. En lui sautant dessus, et ça lui fait toutes les côtes cassées, mais il survit. Sans autre blessure, je veux dire, toutes les côtes cassées, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un problème au poumon ou autre chose, mais bon, non, rien du tout. Ok, soit, je veux bien. On s'attend à ce qu'il y ait, comment dire, une sorte d'amitié qui se crée en eux. Alors oui, il y en a une, mais elle est un peu particulière, une amitié à la fois un peu unilatérale et en même temps les deux ensemble, mêlée de culpabilité et pas forcément de haine, mais un petit peu quand même. Moi, je sais pas comment traduire ça. Je vais lire ce qui est derrière. Et après, je vais voir ce que je peux dire sans spoiler ou quoi que ce soit. Rescapés du premier conflit mondial détruit par une guerre vaine et barbare, Albert et Édouard comprennent rapidement que le pays ne pourra rien faire pour eux. Car la France, qui glorifie ses morts, est impuissante à aider les survivants. Abandonnés, condamnés à l'exclusion, les deux amis refusent pourtant de céder à l'amertume ou au découragement. Défiant la société, l'État et la morale patriotique, ils imaginent une arnaque d'envergure nationale, d'une audace inouïe et d'un cynisme absolu. Donc, on est d'accord, ils imaginent une arnaque d'envergure nationale, ok, mais j'en suis à la page 295 et eux, pour l'instant, ils n'ont fait aucune arnaque d'envergure nationale à mon sens. Quoi dire pour pas spoiler? En fait, Édouard a une blessure bien plus grave que juste une balle dans la jambe. On nous le dit dès le départ qu'en fait, il va boiter toute sa vie, ok, mais je pense que c'est pas ça le plus important parce que Première Guerre mondiale, donc nos poilus avaient des blessures atroces par rapport à certaines autres guerres, certainement. Il a un masque, il doit porter un masque parce qu'il a une blessure au visage. De cette blessure au visage va découler tout un tas de... comment dire? Ah! D'actions. C'est pas le terme. Je trouve plus où aller mes mots. En fait, ils vont faire des choses qui vont avoir des conséquences. Voilà, ils vont prendre des décisions qui vont avoir des conséquences assez
assez particulières sur Édouard, sur Albert, sur un capitaine, je crois, je ne sais plus, qui était aussi sur le front avec eux. Effectivement, ils vont se retrouver exclus, mais ils sont exclus aussi du fait de leur choix, à tous les deux. On va suivre aussi la sœur d'Édouard, qui va se marier avec ce fameux capitaine. Pour l'instant, pour moi, alors Albert, je le trouve insignifiant. Édouard, voilà. Le fameux capitaine, celui-là, j'ai envie de lui coller des claques à tout bout de champ parce que lui, il fait des actes qui sont très répréhensibles et malgré tout, il gagne de l'argent. Et moi, c'est plus ça qui me gêne en plus. Le fait que, oui, effectivement, la morale, pour l'instant, j'en vois pas. L'arnaque que Albert et Edouard ont mis en place, bah, j'en suis à la page 295 et il n'y a toujours pas d'arnaque. L'arnaque, pour moi, c'est par rapport au capitaine, par rapport à ce qu'il a pu mettre en place pour gagner plein d'argent. Mais en fait, j'aime pas du tout l'histoire, ça me gonfle. Euh, donc, je l'ai mis de côté. Voilà. Pourtant, on m'a donné de bons avis dessus, hein, mais pour l'instant, on dit, mais si, c'est bien, il y a une arnaque derrière. Ouais, mais l'arnaque, je la vois pas pour l'instant. Arrivé à la page où j'en suis, j'aimerais bien que ça avance, en fait. Je trouve ça long. Donc, je la reprendrai ultérieurement. J'ai lu Camille et Paul, La Passion Claudel de Dominique Bonnat. Donc, sur Camille Claudel, j'ai laissé mon marque-page trop bonne. Donc, Camille Claudel, sculptrice. Pendant tout le livre, on parle de sculpteur. J'aimerais bien qu'on ait dit sculptrice, ça existe, le mot féminin. Hein. Et on va nous parler en fait en alternance Camille, Paul. Alors, moi, je suis... pourtant, j'aime beaucoup l'histoire, mais alors Paul Claudel, on ne connaît pas. Pourtant, a priori, il a fait plein de choses pour la France, hein, mais... autant Camille, oui, j'en ai déjà entendu parler, beaucoup entendu parler, malgré sa vie, la pauvre. Et voilà, je vais lire ce qui est derrière, pour s'il y a des gens qui ne connaissent pas. Fière passion génie, c'est sous les signes de feu de la création et de la destruction qu'ont vécu les Claudel. Camille le sculpteur, Paul le poète. Cette biographie évoque pour la première fois leur rapport fusionnel. Camille, intransigeante, affronte les incertitudes de l'art et de la vie de bohème. Paul trompe son mal de vivre dans les voyages et l'exotisme, en Chine, au Brésil, au Japon. Ces destins, séparés en apparence, se sont nourris l'un de l'autre. La sœur et le frère vont connaître les mêmes amours funestes. Paul s'éprend de Rosalie Vetch, une femme mariée qui l'abandonnera. Camille subit l'envoûtement de Rodin jusqu'à la folie. Dominique Bonnat retrace les épisodes de leur vie tourmentée. Elle révèle les liens profonds entre ces deux artistes lumineux et déchirés, unis au-delà de l'adversité par une fraternité indestructible. Alors effectivement, on va suivre Camille et Paul depuis leur naissance, la relation qu'ils ont avec leurs parents, qui sont un peu froids, j'ai envie de dire. Tu sens les paysans, comment dire, un peu fermés, qui veulent pas montrer leur amour. Alors, est-ce qu'ils en avaient réellement pour leurs enfants? Je sais pas. Mais voilà. Et toute une histoire autour aussi des prénoms, Charles-Louis, Louise, Louis, Charles-Henri, des prénoms qu'on reprend par rapport aux grands-parents ou à des gens de la famille qui sont décédés. Donc on va aussi découvrir Louise, leur sœur, qui est la préférée de leur mère, et eux, donc leur relation assez fusionnelle, effectivement. On va suivre ensuite... Quoi, on va suivre? Comme si c'était des personnages de fiction. On va suivre aussi leur destin, en fait, que leur père décide de mettre un petit peu tout le paquet sur Camille. Il croit en sa sculpture, parce qu'elle est enfant déjà, et jeune femme. Elle sculptait dans la glaise, avec la terre, etc. Elle revenait toujours avec les cheveux ébouriffés, les mains sales, etc. Ça déplaisait fortement à Dame Claudel mère. Et le père était plutôt notable. On va les envoyer à Paris pour qu'ils puissent continuer leurs études et que Camille puisse apprendre plus de la sculpture. Et effectivement, à Paris, elle va rencontrer Rodin, devenir à la fois sa muse, sa maîtresse et comment dire, ses petites mains. Elle va travailler pour lui, donc il y a des choses qu'elle va faire qui seront au nom de Rodin, et elle le dira qu'il lui a volé certaines œuvres, etc. Ça va être une passion dévorante, et en même temps, Rodin, il est déjà avec une femme. Alors, il n'est pas marié avec, mais il vit avec, et avec leur fils, qu'il n'a pas reconnu, mais il vivra avec toute sa vie, en fait. Et il lâchera jamais cette femme pour aller avec Camille. Il a des aventures à droite à gauche, mais Camille, son amour, c'est Rodin.
et elle comprend qu'en fait, elle obtiendra jamais rien de lui. Elle va sombrer dans la folie et ce qui va arriver, c'est qu'en fait, sa famille va la caser dans un asile où elle va vivre 30 ans. Et même quand elle allait mieux, personne ne l'a laissée sortir. Donc on a cette partie-là. Alors c'est chacun son tour en fait. Hein. C'est parfois juste des chapitres ou des paragraphes. Camille, Paul. C'est pas toute une partie Camille, toute une partie Paul. Personnellement, c'est plus Camille qui m'intéressait. Et du coup, elle va être enfermée pendant 30 ans. Même quand elle ira mieux, on refusera de la faire sortir. Et sa mère était tellement dure envers sa fille Camille que je pense pas qu'elle l'aimait plus que ça en fait. Qu'elle avait demandé au directeur de l'asile de ne jamais accepter d'autres visites qu'elle et ses enfants. Pareil pour le courrier. Du coup, elle s'est vraiment retrouvée complètement isolée alors que des gens avaient essayé d'aller la voir quand elle était en asile, de lui écrire. Elle écrivait aux autres et en fait, les autres ne recevaient pas ses lettres et elle ne recevait pas les leurs. Donc c'était intercepté, pas de visite. Elle a eu très très peu de visites et son frère en 30 ans, on était la voir que 14 fois. Alors on comprend, hein, d'accord, pourquoi il y va pas plus, parce qu'il a vécu en Chine, au Brésil, en Japon, à Hambourg, à Copenhague, en Belgique, et je ne sais quoi d'autre. Donc il a beaucoup voyagé, alors que lui, il est pas du tout mondain, etc. Mais c'est lui qui va récolter pas mal de choses. Moi, je ne connais absolument pas Paul Claudel, je suis désolée. Ma culture, là, quand je disais le truc, j'étais, mais en fait, je suis un culte parce que ce type a beaucoup voyagé pour la France. Il était ambassadeur, il a fait plein de choses. Et il a même été à l'Académie française et je ne le connais absolument pas. Et il a écrit des poèmes, il a écrit des pièces de théâtre, des romans, et je ne le connais pas. Et alors, en ayant lu ce livre, je n'ai pas envie de le connaître plus que ça, en fait, d'avoir laissé sa sœur moisir dans un asile pendant 30 ans, d'aller la voir que 14 fois. Je veux dire, quand tu es en France, tu vas la voir plus que ça, essaye de la faire sortir. Demande, je veux dire, même quand leur mère est décédée, il n'a pas fait plus. Alors, il va faire genre, oui, c'est mon regret. Bah, ça sert à rien de regretter. Tu l'as laissé pendant 30 ans moisir dans un asile. Tu savais que les taux de mortalité dans les asiles étaient énormes, qu'elle mangeait pas bien, qu'elle avait froid, et tu la laisses là-dedans. Donc c'est facile de dire à la fin de ta vie, oh, je regrette. Non, bah non, en fait, tais-toi. Du coup, j'ai pas du tout envie de le lire. J'ai pas du tout. Et puis ils mettent des petits passages hein, de ces pièces de théâtre, etc. Ouais, voilà. C'était très intéressant quand même d'en savoir plus. Je trouve ça triste la fin de sa vie à Camille Claudel. Paul est mort à plus de 80 ans. Je sais plus, je viens de le finir, hein, je l'ai fini aujourd'hui, mais non, j'ai pas envie de le connaître plus en fait. C'est dommage, hein, mais je ne pense pas lire ses œuvres un jour. Voilà. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus sur les frères, la fratrie Claudel, allez-y. Parce que c'est quand même intéressant. Voilà pour le mois de février. On est le 1er mars. J'ai lu ce livre. Je l'ai commencé hier soir, je l'ai fini aujourd'hui. On en reparle dans un prochain avis lecture, celui de mars. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà lu les livres là. Si vous avez des recommandations à me faire aussi. En général, en fait, je suis plus les recommandations que j'entends par-ci par-là. Je suis pas beaucoup de chaînes littéraires sur YouTube. Je suis Gérard Collin, l'émission, je sais plus, c'est une radio. Le podcast qui a atterri tous les samedis matins. Ça, Steph de Piketty Bookin, Séverine de Il est bien ce livre, et de temps en temps, je regarde aussi Sarah de Mrs. Bookiermand. Des fois, petite lectrice. En fait, après, je pioche dans les recommandations de YouTube. Mais c'est vrai que, en fait, je lis beaucoup par rapport aux recommandations qu'on peut faire en fait sur ces chaînes. Et ce que je peux trouver aussi à la bibliothèque des fois. Je tombe sur un livre, je fais oh bah tiens, ça a l'air sympa, je le prends. Mais je suis pas par rapport aux sorties littéraires. Déjà, ça me coûte trop cher. Là, je tangue encore parce que je suis sur mon ballon de sport, vu que mon trépied est cassé. Que financièrement, je suis dans le caca total. Alors encore jusque-là, hein, je suis enfouie. Voilà, je suis Albert, enterrée vivante dans mon caca financier. Donc, les achats livresques, si je viens d'en faire, mais ça ne m'a rien coûté.
vais peut-être faire une vidéo là-dessus, tiens, sur la bourse aux livres, l'application. Mais voilà, je pense que là, ça va être beaucoup la bibliothèque et puis ma palle, parce que je pense qu'elle est suffisamment grande pour ne pas avoir à acheter d'autres livres. Mais ouais, financièrement, là, ça va pas être possible. Moi, vraiment, de trouver les livres à 99 centimes. Mais ça commence à se faire rare. À l'heure Leclerc, occasion, je crois qu'ils ont augmenté les livres. Ouais, le prix des livres. Voilà, vu que je me rappelle pas ce que j'ai raconté dans les autres vidéos, pour vous, c'est la même, mais pas pour moi. Il va falloir que je monte le truc, que je les retrouve déjà sur mon téléphone, que je les monte. Donc je pense que ce sera suffisamment long comme ça. Et ben, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Bonne lecture!